Je vais vous parler aujourd'hui un peu de différentes contraintes que les institutions ont dans le collectionnement aujourd'hui. Si le souhait de l'organisation ou de la personne qui gère la collection, c'est un souhait d'avoir une représentativité vraiment de la scène artistique. Moi, j'ai appelé ça développement durable des collections. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est l'idée d'avoir une représentativité de la scène artistique et surtout de ne pas penser que nos choix vont être les choix qui vont être encore valorisés dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Quand on regarde les acquisitions dans les organisations, en général, il va y avoir des artistes forts qui vont être énormément collectionnés par période. Et on va se retrouver, par exemple, 10 ou 20 ans plus tard, à vouloir s'intéresser à d'autres artistes que ces artistes-là. Et les collections sont non représentatives de ces artistes-là, puisque tout le collectionnement est allé sur certains artistes. Le problème lié à ça, c'est que il y a comme un genre d'effet de mode, finalement, et les collections deviennent ce qu'on va appeler datées. On va dire, ah oui, ça c'est très années 80, 90, puis on va le voir à travers le temps. Si vous avez la chance de lire la thèse ou l'article de Jocelyne Connolly sur l'analyse de la collection du musée d'art contemporain de Montréal, en fonction des différents directeurs, c'est très intéressant. Elle s'est penchée sur, par exemple, le collectionnement par année, puis elle s'est rendue compte que, par exemple, à certaines périodes, c'était vraiment la photographie ou la gravure qui était favorisée, donc des médiums plutôt que d'autres, et ça crée des trous, finalement, dans le collectionnement. Mais avant même d'aller un peu plus en profondeur par rapport à cette notion-là de développement durable des collections, vous comprendrez que moi, je m'intéresse particulièrement aux collections d'art parce que c'est ma spécialité, mais avant même donc de penser à ça, on peut peut-être revenir à des éléments de base. Je ne sais pas si vous les connaissez, donc je veux juste quand même revenir sur le fait qu'au Québec, normalement, une institution muséale collectionne des artistes professionnels. Est-ce que vous saviez qu'au Québec, on avait une loi sur le statut professionnel des artistes? Oui, parfait. Donc, je ne reviendrai pas sur les critères, mais moi, ça m'aide énormément à dire non dans mon travail de tous les jours. Parce que j'ai beaucoup de gens qui postulent ou qui envoient des dossiers, puis je me réfère donc à cette loi-là pour dire, mais non, malheureusement, vous n'avez pas les critères pour intégrer la collection. Ensuite de ça, je peux me baser sur d'autres éléments. Et ça, c'est une façon de créer des cases, si vous voulez, dans le monde de l'art qui est vraiment intéressant parce que Dominique Sago-Duveyroux s'est basé sur les travaux de Howard Becker et souvent on va présenter le monde de l'art en deux pôles, donc le monde de l'art contemporain puis traditionnel. Donc c'est assez... c'est un peu en opposition, puis c'est comme si le monde de l'art contemporain ne pouvait pas être commercial, par exemple, ou traditionnel, et comme si l'art traditionnel était nécessairement non innovant. Donc, lui, il a fait un tableau qui est beaucoup plus sophistiqué, que j'utilise également, et qui m'a permis de comprendre aussi le type de collectionnement que les institutions pour lesquelles je travaille, donc des musées, où se situe le collectionnement des institutions muséales. Donc, ça, c'est important de le comprendre si on veut avoir une idée de développement durable des collections. Donc, pour Dominique Sago-Duveyroux, il y a comme deux tensions très, très importantes. Il y a la tension de la tradition versus l'innovation et la tension du projet ou de la commande versus de l'objet, de l'œuvre. Donc, les artistes se positionnent dans une des catégories, des fois dans deux, mais dépendant où ils vont se positionner, leur pratique artistique, la reconnaissance va être différente. Donc, souvent, on va opposer l'art très, très innovant avec l'art très, très traditionnel. Donc, les gens à qui je dis non, souvent, soit sont carrément pas des artistes professionnels, ou parfois sont des artistes professionnels, mais sans innovation. Ils s'inscrivent vraiment à la rencontre entre ce qu'un client veut et ce qu'eux sont capables d'offrir. Donc, vous voulez du rose, du bleu, une marine au-dessus de votre lit, bon, enfin, vous voyez ce genre de pratique-là. Donc, c'est des artistes que Sago-Duveyroux nomme artistes de salon. Okay? Donc, c'est des artistes
qui vont être dans des galeries qui veulent essentiellement vendre. Ils vont avoir souvent des galeries à plusieurs endroits. Ils appartiennent au monde classique de l'art. Ils ont peu d'ancrage territorial, ça veut dire qu'ils ne vont pas nécessairement appartenir au centre d'artistes, etc. Et le financement de leur pratique est essentiellement privé. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que ces artistes-là, on ne les retrouve pas dans les institutions muséales. Et lorsque un musée acquiert des artistes de salon, souvent c'est parce qu'il va y avoir de la pression de la communauté pour qu'ils rentrent. Okay? Donc, par exemple, quelqu'un qui va rentrer au CA, qui va faire de la pression. Et ça, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qu'il faut retenir de tout l'ensemble des statistiques. C'est-à-dire que ce que vous avez en bleu, c'est le pourcentage de dons reçus par les institutions muséales. Donc, la majorité des acquisitions, on ne va pas dire, souvent, en fait, moi, quand je voyais le terme acquisition, je croyais que c'était achat. Mais non. Acquisition, ça veut dire don ou achat. Donc, la majorité des acquisitions dans les institutions, ce sont des dons. Donc, la gestion des dons devient extrêmement importante. Et quand on a comme objectif, comme souhait d'avoir un développement durable des collections, il faut avoir une stratégie le plus proactive possible auprès des donateurs et non pas seulement avec le budget d'acquisition d'argent qu'on va dépenser. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc, grâce à ces statistiques-là, vous voyez que finalement, les musées sont plutôt réactifs qu'actifs dans l'activité de collectionnement. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Souvent, il y a un sous-personnel. Donc, les conservateurs sont beaucoup en réactivité. Et s'ils ne se donnent pas, si vous voulez, des façons de faire, des modes de conduite, et surtout, ils n'apprennent pas à dire non, ça devient très facile de simplement acquérir ce qui est beau et bon, et non pas ce qui devrait être acquis en fonction du temps qu'on a. Parce que c'est sûr et certain que si un artiste est déjà validé, c'est beaucoup plus facile pour un conservateur. Il le prend, il fait le rapport de recherche, toute la recherche est déjà faite, le comité d'acquisition va dire oui, et l'œuvre s'en va avec toutes les œuvres déjà de cet artiste-là dans la collection. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait un développement durable de la collection. Je vais vous donner un exemple. Un artiste dont je tairai le nom a offert son chef-d'œuvre au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et c'est un artiste qui est quand même reconnu, etc. Mais dans la collection, le musée avait déjà une cinquantaine d'œuvres de cet artiste-là. Ça faisait déjà entre 15 et 20 ans qu'on n'avait pas présenté une œuvre de cet artiste-là. Et quand on allait dans la base de données de Artefact Canada, est-ce que vous connaissez Artefact Canada? Quand on allait dans la base de données d'Artefact Canada, dans les institutions canadiennes, il y avait au-delà de 700 œuvres de cet artiste-là. Alors, j'étais dans une position particulière. Donc, j'ai développé un argumentaire qui m'a pris, il a fallu que je me convainque moi-même, mais j'ai développé un argumentaire avec le comité d'acquisition, non seulement pour refuser cette œuvre-là, mais pour bien faire comprendre que toute œuvre de cet artiste allait être éventuellement refusée ou que j'allais suggérer qu'on la refuse. OK? Parce que si je prends du temps pour cet artiste-là, qui est hyper et surreprésenté, je n'en prends pas pour d'autres. Je n'en prends pas pour ce que moi j'appelle les non-représentés. Et les non-représentés, c'est un peu mon cheval de bataille à moi, parce que je vais même favoriser des fois certains artistes au détriment d'autres, parce que je sais que, par exemple, tel musée ou tel autre musée, eux, ils achètent toujours cet artiste-là. Donc, moi, je vais changer mon fusil d'épaule pour essayer d'acheter l'autre à côté qui est tout aussi bon, mais dont personne soutient pour le moment la pratique. Je trouve que c'est essentiel d'avoir cette vision-là beaucoup plus large et de s'offrir du temps. Parce qu'on ne peut pas aller chercher des nouveaux venus si on remplit notre temps avec des artistes déjà surreprésentés dans les collections. Est-ce que vous me suivez ou ça va? Parfait. Ça a l'air du gros bon sens, mais c'est pas si évident que ça.
Alors, on va y aller avec les artistes qui nous ont bien fait comprendre qu'on ne faisait pas ce qu'on devait faire. Alors, je vous rappelle certains artistes, dont les Guerrilla Girls, que vous connaissez très certainement. Donc, on nous a pointé avec les Guerrilla Girls tous les... vous connaissez ça, hein? Non? Est-ce qu'il y en a plein qui le connaissent, j'espère? Donc, les Guerrilla Girls nous ont rappelé, en fait, comment les femmes artistes et les artistes de la diversité n'étaient pas représentés dans les collections. Donc, elles l'ont fait ici justement avec un poster qui est vraiment extraordinaire sur les avantages d'être une femme artiste, qui en fait plusieurs éléments là-dedans sont totalement signés. Vous avez ici un poster aussi qu'elles ont fait sur le fait que sur les murs des musées, il y a un nombre hallucinant de femmes nues, mais peintes par des hommes. Donc, ça, c'est quand même un sujet de l'art parce que, par exemple, mon collègue Jacques Desrochers, qui est conservateur de l'art québécois-canadien avant 1945, vient de faire une magnifique exposition qui s'appelle Le modèle dans l'atelier. Je vous invite à aller la voir. Il a fait un effort extraordinaire pour aller chercher justement des croquis, des dessins d'hommes. Et ça a porté fruit. Il y a quand même plusieurs dessins de nus d'hommes. Mais on comprend que ce n'est pas la majorité de ce qui était produit. Donc, ça va tout à fait en phase avec cette critique. Ici, vous avez une autre critique liée aux Oscars, mais qui pourrait aussi nous être faite sur le fait que, finalement, si on avait à représenter c'est qui vraiment qui reçoivent les Oscars, c'est toujours des hommes blancs d'un certain âge, etc., et qu'il y a très peu de diversité dans les lauréats ou les nominés. Alors, avant de passer au rang, je vais juste voir où est-ce que j'en suis. Parfait. J'aimerais en fait vous parler de découvertes que j'ai faites dans le cadre de mes études à HEC Montréal, en fait, sur les bases de données. Vous savez, de plus en plus, dans les institutions muséales, tout est informatisé. Toutes les œuvres ont une fiche, souvent dans une base de données. Nous, on utilise Multimédie, mais il y a d'autres bases de données. Et on va pouvoir donner toutes sortes de qualificatifs à l'œuvre qui est donc dans cette base de données-là. Mais étonnamment, il y a certains qualificatifs qui n'apparaissent pas parce que l'œuvre, ce n'est pas une personne. Hein, l'œuvre, c'est un objet. Donc, elle n'a pas de sexe, elle n'a pas d'origine, elle n'est pas associée à une génération. Donc, quand on veut faire une exposition, par exemple, à partir de la collection, puis on a le souhait d'avoir une diversité, ça devient difficile. Et puis, quand je parle de diversité, c'est vraiment très, très large. La première diversité, pour moi, c'est vraiment l'équité homme-femme. Donc, si vous avez une collection, par exemple, où peut-être 20% ou 30% des objets sont produits par des artistes femmes, déjà, ça devient assez difficile de faire une exposition qui est équitable, okay? D'avoir donc chaque genre. Mais pour moi, l'équité, c'est aussi les types de pratiques. Hein? Peinture, photo, installation, sculpture, art relationnel, etc. Comment est-ce qu'on amène la diversité si notre collection n'est pas si diversifiée que ça? Ensuite de ça, j'ai remarqué que selon les crises économiques, il y a des générations entières qui n'ont pas été soutenues ou acquises dans les collections. Est-ce qu'à ce moment-là, à chaque fois qu'on fait une expo, il y a des générations entières d'artistes qui sont des mauvaises générations? Je ne crois pas. Est-ce qu'un artiste a été bon juste dans les 5 premières années de sa carrière, puis ensuite les musées ont arrêté complètement de collectionner, donc on ne présente plus du tout sa pratique? Donc, l'idée de présenter des artistes dans leur diversité, c'est aussi générationnel, c'est aussi à travers le temps dans leur pratique, et c'est aussi naturellement la diversité culturelle, donc autochtone, issue de la diversité. La diversité, ça peut être autant linguistique qu'une diversité qui est une diversité, comment on appelle ça? Diversité culturelle, je vais dire ça comme ça. Donc, tout ça pour dire que les moteurs de recherche actuels ne nous permettent pas d'entrer ces critères-là. Mais il y a des institutions, par exemple au Royaume-Uni, qui ont permis
de mettre les critères et les gens peuvent les utiliser pour monter des expositions virtuelles. Moi, je dois, par artiste, faire des recherches ou les connaître. Donc là, c'est tout repose sur ma connaissance du milieu. Et ce que je me rends compte, c'est que souvent, c'est certains types de pratiques qui ont été soutenues. Donc, je suis mieux, même si je veux de la diversité, de sortir de la collection. Donc, d'aller dans la communauté, inviter des artistes qui correspondent aux lacunes de la collection. Donc, les expositions que je monte, c'est souvent des expositions qui vont mélanger des œuvres de la collection avec des œuvres que je souhaiterais qui soient acquises, d'artistes qui complémentent notre collection. Donc, c'est des stratégies que j'utilise. Parce que souvent, les collectionneurs vont regarder ce qu'il y a sur les murs et c'est à partir de ce qu'ils vont voir qu'ils vont avoir comme de l'information comme quoi ça, là, c'est bon à collectionner. Donc, c'est ce qui va éventuellement revenir en don. Donc, c'est très important de diversifier les expositions pour avoir des dons diversifiés. Est-ce que ça va pour ça? Donc, c'est bon pour tout le monde, finalement. Je vais vous parler, donc, je me suis beaucoup intéressée donc, aux statistiques à HEC Montréal. J'ai lu un livre qui s'appelle Super Crunchers, si vous avez la chance de le lire. Il y a d'autres livres sur l'analyse de données. Ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde des données, c'est qu'on est capable, en fait, de s'auto-critiquer. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais à la collection Près d'œuvres d'art, je souhaitais qu'il y ait davantage de femmes qui soient acquises d'œuvres de femmes dans la collection Près d'œuvres d'art. Mais quand j'ai sorti les statistiques, je me suis rendu compte que, compte tenu du fait qu'il y avait une chute de financement dans les années où moi j'étais là, ben, les gens allaient vers les valeurs sûres. Puis les valeurs sûres, c'était les artistes producteurs hommes essentiellement qui étaient acquis. Okay? Et c'était des artistes d'une certaine région, d'un certain âge, etc. Donc, j'ai pu le constater. Donc, ça m'a un peu bouleversée par rapport à mes valeurs parce que souvent, on se rend compte qu'entre ce qu'on dit ou qu'on souhaite et ce qu'on fait, il y a une grosse marge. Je suis certaine que je ne suis pas la seule. Donc, maintenant, à chaque fin d'année, j'ai l'archiviste des collections qui m'envoie mon bulletin. Donc, je peux voir les œuvres qui ont été acquises et juger par moi-même si j'ai rencontré ou non mes valeurs, c'est-à-dire de diversité. Donc, je peux vraiment juger. Et ça, j'invite vraiment les gens à utiliser les chiffres aussi pour pas juste critiquer, mais s'auto-critiquer et s'améliorer. Il y a un contexte, en fait, qui est favorable à toujours faire ce que l'on fait. On a ce qu'on appelle des habitudes et à peu près 40% de ce qu'on fait tous les jours s'inscrit dans les habitudes. Puis l'été dernier, j'ai lu un livre fabuleux. Puis je vais vous en parler. C'est mon image de rat qui est juste ici. Donc, c'est The Power of Habit. Souvent, quand on parle de changement dans les organisations, on va parler de créer des politiques organisationnelles pour changer les choses. Mais je pense que la première chose qu'on doit changer, c'est nos habitudes, notre façon de faire les choses. Donc, je vais juste vous parler rapidement de comment fonctionne une habitude pour ensuite vous dire comment moi, j'ai utilisé cette façon-là dans mon quotidien pour essayer de changer mes habitudes. C'est-à-dire, j'ai identifié mes habitudes puis j'ai essayé de les changer pour pouvoir faire ce que je disais, tout simplement. Donc, ici, vous avez un rat, c'est une expérience qui a été faite, qui est assez simple. Donc, le rat avait des électrodes sur la tête. Donc, on était capable de voir son activité cérébrale. On le met dans un labyrinthe très simple, où d'un côté, on a du chocolat, puis de l'autre côté, on n'en a pas. Okay? Donc, ici, il y a une porte. Et puis, quand il entend le clic, il rentre dans le labyrinthe. Et là, il se déplace, puis au début, il ne sait pas où il est. Puis après ça, il trouve le chocolat, il va manger le chocolat. Ça va? C'est assez simple. En fait, ce qui est intéressant, c'était de regarder le rat, son activité cérébrale, la première fois qu'il a fait le labyrinthe, et toutes les autres fois où il a fait le labyrinthe, et il savait qu'il allait avoir une croquette de chocolat. Donc ici, vous voyez comment c'est très... j'ai scanné ça ce matin, puis c'est pas tout à fait droit, là, mais je savais pas trop comment faire la rotation. Donc, enfin, je pense que vous allez comprendre quand même. Donc là, ici, vous avez l'activité cérébrale du rat. Donc, vous avez le clic. Il entre dans la première section. Dans la deuxième section, et
très intense tout le long parce qu'il est tout le temps en train d'évaluer son environnement. Okay? Ça, c'est une situation, vous apprenez un nouveau logiciel, vous apprenez à conduire, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est ça qui se passe dans votre tête. Okay? On ne peut pas vivre comme ça. Okay? C'est pour ça que 40% de tout ce qu'on fait, ça ressemble davantage au deuxième graphique. Okay? Donc, le rentre-clic, il y a un déclencheur, il est dans la première section, dans la deuxième section, il sait, et puis il arrive au chocolat, il est content. Okay? Mais regardez ici, comparativement ici. C'est quoi la grosse différence? Il ne pense plus. C'est ça une habitude. On ne pense plus. Intéressant. Alors, comment ça fonctionne? On a un déclencheur. Là, c'est le fun parce que j'ai pris l'exemple avec les courriels parce que c'est un super exemple pour le comprendre. On a un déclencheur. On a une routine. On fait toujours la même action. Puis après, on est content. C'est un livre en anglais, donc je n'ai pas traduit, mais je pense qu'on peut bien comprendre quand même. Donc, les gens qui ont une dépendance, par exemple, aux outils électroniques, c'est ça qui se passe. C'est une habitude qui s'est installée. Hein. Puis, à un moment donné, il y a un effet de déclenche d'habitude. Comment changer une habitude? C'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on peut décider de la changer du jour au lendemain, comme arrêter de fumer ou marcher plus souvent, etc. Mais ça va être extrêmement difficile à maintenir. Dès que vous allez avoir un coup dur, dès que vous allez être fatigué un peu, dès qu'il va se passer quelque chose, vous allez revenir à votre ancienne habitude. Et c'est tellement extraordinaire, les habitudes, ça nécessite tellement pas de mémoire. C'est qu'ils ont fait un test avec un monsieur qui avait toute une partie de son cerveau détruite et il n'avait pas de mémoire. Okay? Aucune mémoire. Et ils lui ont fait faire des jeux de cartes où il devait faire de la reconnaissance de cartes. Ils lui ont fait faire ça pendant 7 semaines. Donc, il y avait une carte, puis là, il devait trouver la carte à l'envers qui était la même carte. Okay? Le monsieur, il n'a plus la section dans son cerveau pour la mémoire. Mais au bout de 7 semaines, il savait quelle carte était de l'autre côté. C'était juste par habitude. On l'avait habitué à faire quelque chose. Donc, juste vous mentionner qu'une habitude, ça peut être très profond et très, très ancré. Okay? Donc, changer d'habitude, comment on fait ça? Ce que le livre donc, de Power of Habit suggère, puis moi, c'est ce que je suggère dans les habitudes professionnelles, quelles qu'elles soient, puis moi, je l'ai appliqué au niveau du collectionnement, c'est de calquer l'habitude, mais en changeant certains éléments. Donc, vous avez toujours un déclencheur. Bon, ensuite, vous avez la routine, ce que vous faites, puis ensuite, vous êtes content. Okay? Donc, il faut vraiment se regarder, s'observer. Donc, moi, j'ai observé, par exemple, que le déclencheur, c'est souvent un donateur qui s'approche de moi et qui me dit « j'ai une œuvre ». Puis là, moi, d'habitude, ma routine, c'est de le remercier, d'être heureux, ensuite d'aller le rencontrer, puis là, pas vouloir le blesser, puis là, je veux lui faire plaisir. Puis bon, oui, c'est un artiste déjà reconnu, puis là, ben, il est content, puis moi, je suis contente. Okay? On est dans cette habitude-là, d'accord? Donc, comment est-ce que je fais pour briser cette habitude-là? Maintenant, je dis au donateur ce que je veux. Donc, il m'appelle, il me dit ce qu'il a. Moi, j'affirme tout de suite ce que je souhaite avoir. Donc, j'affirme les lacunes de la collection, la problématique de collectionnement, les risques que je suis prête à prendre. OK? Et là, ce que ça fait chez le donateur, c'est que s'il a des œuvres qui correspondent à mes critères, il va me les montrer, ce qu'il n'aurait pas nécessairement fait au départ. S'il n'a pas d'œuvre comme ça, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il va m'en acheter. Tout simplement. Parce qu'il va faire « Ah, OK, si moi je veux faire des dons à cette personne-là, c'est les critères qu'elle considère. » Si on va jusqu'au bout du processus puis je lui dis « Ah ben non, on ne prend pas l'œuvre », mais la porte n'est pas complètement fermée parce que j'ai déjà dans la relation établi comment ça fonctionne, c'est quoi les besoins spécifiques de la collection ou du développement durable de la collection tel que moi je le développe. Ça, c'est une de mes stratégies. J'en ai plusieurs autres. Vous comprendrez, parce que ce n'est pas tous les donateurs qui font « OK, mais je vais changer mon collectionnement pour toi ». Il y en a d'autres qui arrivent avec de l'argent, par exemple, et qui veulent faire des achats pour le musée. OK?
Okay? Donc, qui veulent faire un fonds, par exemple, en art contemporain, etc. Donc, le fait de leur faire part des lacunes ou des problématiques spécifiques au musée. Tu sais, par exemple, il y a des donateurs qui ont créé un fonds qui vise à rétablir l'équité homme-femme dans les collections. Mais c'est suite à des discussions avec eux qu'on a pu développer un fonds de cette nature-là. On a un donateur qui a donné une somme très, très importante dernièrement et qui va nous permettre d'acquérir une œuvre d'un artiste assez important, mais qui est très représenté aux États-Unis, mais aucunement dans les collections au Québec, parce que les œuvres sont trop chères. Et puis, on a réussi à lui donner le goût, en fait, de participer à cette acquisition-là. Il est tout à fait heureux. Donc, simplement vous mentionner que ça, c'est utilisable dans toutes les sphères de votre vie. Et les habitudes, c'est essentiel parce que, bon, je ne serais même pas capable devant vous, debout en ce moment. Et souvent, d'identifier le type d'interaction où les gens ont des satisfactions, comment fonctionnent les interrelations, déjà au départ, compte tenu du fait que la majorité des acquisitions sont sous forme de dons, je pense que d'étudier l'habitude, le mode opératoire avec les gens qui, justement, nous offrent des œuvres, c'est l'élément de base. Est-ce que vous me suivez ou je suis trop... ça va? OK. Donc, je vais vous donner quelques exemples d'acquisitions qui sortent des habitudes, justement, de collectionnement. Donc, il y a eu dernièrement toute une acquisition assez importante d'œuvres de Marcel Ferron qui ont été faites au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il faut que vous compreniez qu'au Musée des Beaux-Arts de Montréal, on a toute une section qui est liée à Refus Global. On a plusieurs artistes qui sont représentés, essentiellement Bordua et Riopelle. Et Marcel Ferron, on avait quelques pièces, mais à peu près rien. Et des fois, il faut revenir un peu en arrière si on veut augmenter la représentativité féminine. Puis, Marcel Ferron, c'est quelqu'un qui a eu une carrière extrêmement importante, mais qui a été très peu collectionnée pour toutes sortes de raisons. Donc, ça, c'est une œuvre qui a été offerte, et qui a été faite la même année qu'une autre œuvre qui s'appelle Acadie, qui est au Musée national des beaux-arts du Québec. Marcel Ferron créait des œuvres et quand elle passait du temps avec ces œuvres-là, elle les améliorait dans le temps. Okay? Donc, cette œuvre-là, comme elle n'a pas été acquise en 65, comme Acadie, elle a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'elle est datée de 65, mais on ne sait pas en fait quand est-ce qu'elle a arrêté de toucher cette pièce-là. Donc, quand je suis allée à Québec pour voir l'œuvre, disons, jumelle de cette pièce-là, j'ai eu une conversation assez intéressante avec la conservatrice, puis elle a dit « Ah, mais si l'artiste a continué à toucher l'œuvre, ben, c'est plus une œuvre authentique, etc. » Puis j'ai dit « Ben non, moi je trouve ça intéressant. Vous avez l'œuvre pas touchée, nous on a l'œuvre justement transformée. » Ça, c'est une autre façon aussi d'envisager le développement durable des collections, c'est-à-dire que si éventuellement, un jour, il y a une rétrospective ou une exposition de Marcel Ferron, les mettre côte à côte, ça va révéler beaucoup plus que n'importe quel discours sur sa pratique artistique. Hein? Donc, on peut aller un peu... on peut accepter que des peintres très anciens retouchent, mais les peintres contemporains peuvent le faire aussi. Puis, le sachant, on peut amener un dialogue complètement différent avec les collections. Mais j'aurais pu aussi me dire, ah ben, on a déjà une œuvre de 65, si une œuvre semblable de 65, on ne l'acquiert pas. Mais si on a une pensée qui est un peu plus d'usage des collections, mais là, on peut avoir ce type d'acquisition-là, puis avoir la paix d'esprit, ce que j'ai. On a fait, pour Marcel Ferron, un rattrapage immense grâce à un don d'un donateur. On a acquis pour peut-être 8 pièces à travers le temps, dont plusieurs œuvres très tardives. Donc, je suis assez contente de ça. On a fait un beau travail. Puis, éventuellement, les lacunes, je pense, vont venir. Et là, j'ai été prise dans un dilemme marchand. En fait, le marchand qui souhaitait nous vendre des œuvres nous mettait les œuvres les plus grandes parce que pour lui, c'était ça qui était le plus avantageux. Hein? Et moi, je lui ai réécrit un courriel en disant que j'étais très, très, très insatisfaite de sa sélection. Je lui ai dit ce que je voulais. J'ai dit, j'ai lu la biographie de Marcel Ferron. Elle aurait fait des œuvres, format timbre-poste,
entre telle année et telle année, c'est dans aucune collection, ben, il les a sortis, mais c'est sûr que ça valait moins cher qu'une œuvre très, très grande. Mais pour l'histoire de l'art, pour diversifier les collections au Québec, ben, on a pu mettre la main dessus. Donc, moi, je suis absolument heureuse. Puis, c'est des œuvres, elles sont grandes comme ça. Et ce sont des œuvres qui ont été faites juste avant qu'elle parte à Paris. Puis, juste au moment où elle arrive à Paris, elle n'a pas de sous. Elle a juste un fond de couleurs. Puis, elle fait ces pièces-là. Ce sont des bijoux. Donc, je pense que ça s'inscrit justement dans des lacunes de collectionnement. Puis, j'étais tout à fait heureuse de participer à l'ajout. Mais pour ça, ça m'a pris du temps, naturellement, de ne pas juste dire « Ah, ben oui, j'ai de l'argent, je peux acheter tout ça, c'est merveilleux. » Non, d'être insatisfaite, de forcer aussi les gens à aller dans le sens davantage de l'histoire de l'art que du marché de l'art. Je donne un autre exemple. Ici, Karine Payette. Alors, ça, c'est l'autre... En fait, c'est un petit mensonge ici. Ce que vous voyez, c'est l'autre dimanche matin, mais nous, ce qu'on a acquis, c'est l'autre samedi matin. En fait, c'est un peu appliqué. Disons que moi, je voulais absolument avoir cette pièce-là, donc dans le cadre d'une exposition, l'exposition de Limousine. Donc, l'œuvre a été refaite et éventuellement acquise. C'est la première œuvre acquise de l'artiste Karine Payette qui n'a pas eu... c'est la première œuvre acquise dans une collection muséale. Donc, vous savez, pour un artiste, c'est énorme. Donc, ça donne un coup d'envoi, ça sécurise les collectionneurs, ça dit au monde de l'art, OK, cet artiste-là, on peut lui faire confiance. Donc, il faut le faire avec des jeunes artistes, mais il faut le faire tout au long de la carrière. Puis, c'est une œuvre qu'un collectionneur ne va pas acheter puis mettre dans son salon en attendant de l'offrir au musée. Donc, ce type d'œuvres-là, qui sont in situ, qui sont des œuvres installatives, les musées doivent se commettre, je pense, et en acquérir si possible. Donc, ça, c'est une jeune artiste. Ici, vous avez un artiste de Montréal qui s'appelle Morija Kitenge-Banza, qui, pour la petite histoire, est aussi le président du regroupement des artistes en art visuel. Donc, c'est quelqu'un de très impliqué dans la communauté en art visuel. Et ici, c'est une œuvre qui s'appelle Authentique, qui a été récemment acquise par le Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui était présentée dans l'exposition Picasso. Et ça met en cause la notion d'authenticité. Donc, ça, c'est une photo dans sa cour à Montréal, mais avec qui nous donne un peu l'impression qu'il est dans un décor africain parce qu'il y a le tissu typique africain et il y a toutes sortes de détails dans cette œuvre-là. Lui aussi, c'est une première acquisition, un artiste de la diversité, un artiste très important dans la communauté des arts visuels. Donc, c'est un autre exemple. Ici, c'est une œuvre de Denis Rousseau. Donc, c'est un artiste reconnu dont les œuvres collectionnées dépassent rarement les années 80. Comme si après, là, il n'avait rien fait ou il était mort. Et ça, c'est super intéressant parce que souvent, quand il y a des artistes qui sont importants, on collectionne toujours la même période. Pourtant, les artistes ont une production à travers le temps extrêmement intéressante. Donc, ici, on a fait un geste quand même important. On a acquis Rup Dodge, qui est en fait, c'est à l'envers de Jodhpur, qui est une ville indienne où l'architecture est bleue. Voilà. Donc, c'est une pièce au départ qui était faite pour être touchée. C'est sûr qu'au Musée des Beaux-Arts, la pièce devient davantage un objet qu'on ne touche pas, mais elle est préservée puis elle montre justement un autre aspect de la production d'un artiste qui produit encore, qui est toujours pertinent, qui s'inscrit dans sa communauté. Voilà. Je terminerai en fait ma présentation avec cette œuvre-là de Rebecca Bellemare, en fait, qui, moi, m'a ouvert les yeux sur une problématique vraiment importante, c'est-à-dire que les artistes autochtones de l'Ouest sont extrêmement soutenus par les institutions, donc, mais les artistes autochtones de l'Est, très peu. Donc, nous, on a acquis Mixed Blessing, qui fait partie de la rétrospective de Rebecca Bellemare à l'EGO, puis qui va être à Saskatoon, là, DC Modern, en fait, Remain Modern, c'est ça. Donc, c'est une œuvre importante de Rebecca Bellemare. C'est une œuvre importante aussi pour le Musée des Beaux-Arts parce que c'est une œuvre, en fait, qui est un vêtement performatif qui est devenu une sculpture. Il y a plusieurs œuvres qui sont des vêtements performatifs dans la collection du Musée des Beaux-Arts. Donc, ça c'est quand même une caractéristique de la collection. Par contre, je me suis rendu compte, moi, à partir de ce moment-là, qu'il y avait très peu d'artistes
donc autochtones de l'Est. Et j'ai commencé justement à être plus active. Donc, on a reçu Jobena Petonoko, qui est une artiste autochtone qui habite Kétégan-Ziggy, donc en résidence. Je fais différentes visites de studios pour essayer justement d'augmenter la présence d'artistes autochtones de l'Est, mais aussi, on a travaillé avec l'ONF pour une œuvre qui s'appelait Coucher Pochican et qui a été présentée, une œuvre multimédia qui avait été réalisée, en fait, conceptualisée à Oboro, donc une œuvre qui vient davantage des centres d'artistes, qui a été présentée au Musée des Beaux-Arts de Montréal, donc pour faire plus de place justement aux artistes de l'Est. Voilà. Donc, j'atteins mon même 50